comme une tête ou une pomme. On peut assassiner de la laisser raide sur les carreaux. Je suis venu au Marathon des mots pour faire une lecture à l'invitation d'Olivier Poivre d'Arvor, voilà, qui je crois aime bien mes livres, et qui m'a demandé de lire une nouvelle publiée en 99 dans un recueil qui en comportait 44, je crois, un gros livre de nouvelles. C'était assez inhabituel dans la production littéraire française. À l'origine même, le manuscrit en comportait 55, ça faisait 800 pages. Voilà, et c'est le premier livre que j'ai publié, je dirais, dans une célèbre collection chez un grand éditeur. Mon tout premier livre était quand même chez un grand éditeur, c'était Flammarion, et puis après j'ai été chez des éditeurs un peu artisanaux, marginaux, des gens que je trouvais sympathiques. Et là, c'est au Seuil, et ça a été pour moi le début disons d'un retour à mon projet principal, qui était un projet d'écrivain, qui était un projet que je nourrissais depuis l'adolescence, mais que j'ai beaucoup retardé en commençant en fait par faire des films. Voilà, par exemple comme ça, et je filme, voilà, en faisant des films, en faisant de la photographie, en faisant des expositions, et en me disant que écrire, je pourrais toujours le faire plus tard, ça ne demande pas de moyens importants, ça ne demande pas de financement, ça ne demande pas d'équipe. Donc pendant très longtemps, je me suis consacré au cinéma, qui était mon premier métier, et que je continue d'ailleurs. En ce moment, je fais un film avec Jean-Luc Godard, et je continue à faire beaucoup de choses, mais disons que j'ai mis un petit peu au ralenti les films de fiction, les longs métrages. Voilà, j'ai fait du cinéma, de la photographie, et puis j'ai été un artiste, disons. Tout ça, je continue à le faire, mais par contre, je me suis consacré maintenant beaucoup à l'écriture. J'ai tendance à croire que dans chacune de mes pratiques, je suis un individu différent. Donc il n'y a pas de communication entre moi cinéaste, moi écrivain, moi photographe. En fait, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que à chaque fois que je fais quelque chose dans un champ artistique, c'est très spécifique à ce champ. Je réfléchis à un projet dans une problématique spécifique à la photographie ou au cinéma ou à la littérature. Et je n'ai jamais de projets flottants qui peuvent indifféremment devenir ou une série de photos ou un film ou une installation ou un livre. Dès les premiers balbutiements d'un projet, c'est inscrit dans un champ, disons, dans une discipline. Donc de ce point de vue-là, on pourrait penser qu'il n'y a pas de communication. Mais d'un autre côté, c'est évident que toutes ces années où j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait 150 ou 160 films, je sais plus si j'additionne tout, les films expérimentaux, les films d'artistes, les longs métrages de fiction, les documentaires d'art, bon, tout ça, tout mon travail sur la photographie, non seulement m'a enrichi en tant qu'expérience d'artiste, d'expression, non seulement m'a fait connaître des situations, des gens, mais m'a même appris aussi à écrire, parce que j'ai commencé finalement à écrire sur mon travail de cinéaste. Pratiquement les premiers textes que j'ai eu à écrire, c'était pour présenter un film, ou les dialogues d'un film, ou le scénario d'un film. Et puis j'ai eu à écrire, par exemple, sur mes photographies, sur mes installations, à théoriser, bon. Donc en fait, l'écriture, elle est tout de suite apparue, même dans les autres pratiques. Et je pense qu'il y a des passages entiers de certains de mes livres
qui doivent beaucoup à des expériences, même si je ne parle jamais dans mes livres du cinéma, par exemple, enfin du cinéma, de mon cinéma, il m'arrive de citer des films, mais je ne parle jamais de moi en tant que cinéaste, ou je ne mets jamais en scène, au niveau d'un roman, un personnage de réalisateur. Bon. Mais quand même, cette expérience de la vision, de l'image, du récit, l'expérience du cinéma, l'expérience de l'art, de la photographie n'a pas été sans nourrir quand même, évidemment, ma vie tout simplement. Et je pense que tout ça donne de l'épaisseur peut-être, et que je peux écrire mes livres sans me référer uniquement à la littérature. C'est-à-dire que, en tout cas, les livres que j'écris n'ont que très très peu de rapport avec la littérature française contemporaine. S'ils ont un rapport avec la littérature, c'est probablement avec la littérature d'autres pays et même d'une autre époque. Hein. Peut-être plutôt la littérature des années 20 ou 30. Et j'ai beaucoup plus de relations dans mes livres avec peut-être le cinéma. Donc il y a inévitablement des interrelations. Mais par contre, je répète que chacune de mes activités, dans le cinéma, dans l'art, dans la littérature, m'entraîne en quelque sorte à être un personnage différent. Et d'ailleurs, je ne sais pas si les films que je fais plaisent à l'écrivain que je suis. Hein, il est possible que, en tant qu'écrivain, je puisse être critique envers mes films, ou en tant que cinéaste, ne pas m'intéresser à mes livres, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression d'être attiré à être des individus différents par les différentes pratiques. Ce sont des individus qui se succèdent, c'est comme un emploi du temps, c'est comme un cahier de texte chez les écoliers. Il y a français, mathématiques, histoire géo. Enfin, c'est un petit peu comme ça. Je suis resté très multidisciplinaire, comme on l'est au lycée, où on est obligé de faire différentes disciplines et si possible d'être bon dans toutes, ou en tout cas dans le plus possible. Chez moi, si vous voulez, les différentes identités se succèdent. Je ne suis pas un artiste multidisciplinaire au sens où ça se mélange pas, quoi. Ça se mélange pas. Le cinéma est une discipline qui attire tout le monde, qui attire tous les artistes. En fait, c'est la grande discipline du XXe siècle, c'est une sorte de surmoi sur tous les autres arts. Je connais beaucoup d'artistes qui auraient voulu être cinéastes et qui ne sont devenus artistes que faute de mieux. Hein. Je ne donnerai pas de nom. Souvent, c'est des très grands artistes qui sont devenus, de grands artistes, mais qui auraient aimé faire des films au début, ou devenir cinéastes. Donc, il y a ça, il y a cette espèce de discipline reine, je dirais, et qui fascine tout le monde, qui fascine les artistes, qui fascine les musiciens, qui fascine les chorégraphes, qui fascine les architectes. Et puis, il y a un moment où des gens de toutes ces disciplines ont eu accès aux moyens de production d'images, où c'est devenu plus facile, ça n'a pas été réservé aux professions du cinéma de faire des films, de tourner en vidéo. Bon. Et là, effectivement, la fascination de l'image filmée a fait que des artistes se sont servis du cinéma, des chorégraphes. Il n'y a pas une chorégraphie qui n'implique pas des images vidéo. Alors, je dois dire que tout ça me semble normal, puisque moi-même, dans l'école que je dirige et que j'ai créée, j'ai été un des premiers à préconiser la transdisciplinarité, l'hybridation, l'impureté, le décloisonnement des disciplines. Donc je suis entièrement pour, et je trouve bien que les moyens d'expression modernes soient à la portée de tout le monde et pas réservés à des cinéastes. D'autant que souvent les cinéastes les utilisent mal ou insuffisamment ou avec pas assez d'imagination. Donc je trouve ça bien, et je trouve que par exemple les écoles d'art
voit se réaliser des œuvres par de jeunes étudiants artistes plus intéressantes que les écoles de cinéma. Les écoles de cinéma ont tendance parfois à former des cinéastes déjà formatés, qui racontent leur petite histoire avec leurs comédiens, bon, qui n'inventent plus. Et l'invention, y compris dans le domaine du cinéma, de l'audiovisuel, de la vidéo, est plus souvent, je trouve, du côté des artistes plasticiens. Mais, il y a un mais, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'œuvres comme ça qui utilisent les images et le cinéma un peu à tort et à travers et sans pertinence. Voilà, ou alors avec naïveté. Il y a aujourd'hui des artistes qui occupent le devant de la scène et qui sont des stars, des petites stars, qui font un usage du cinéma qui bluffe les naïfs, qui bluffe les gens qui connaissent pas et qui se laissent comme ça impressionner par des citations au film d'Hitchcock ou des manipulations qui sont en général d'une très grande faiblesse, je trouve, qui sont d'une très grande faiblesse théorique et qui sont naïves, qui sont des approches extrêmement naïves. Donc ça, bon bah voilà, tant pis. Il y a une sorte il y aura toujours du déchet. Au Fresnoy, par exemple, on est une sorte de contre-école du cinéma, puisqu'il y a une école du cinéma qui est la Fémis, et que donc les films qui se produisent au Fresnoy, ils sont différents de ceux de la Fémis. Et je dois dire, dans la plus grande partie, dans la majorité des cas, ils sont beaucoup plus intéressants pour moi que ceux de la Fémis. Parce que voilà, les gens qui font la Fémis ont une idée du cinéma qui est extrêmement académique et ils veulent entrer dans le milieu du cinéma, ils veulent faire des films, ils veulent vivre du cinéma, donc ils sont d'avance prêts à rentrer dans le moule. Hein. Le mot, il est rarement, chez les étudiants du Fresnoy, rarement intempestif ou indésirable comme il peut l'être dans le cinéma dit littéraire. Hein. Par exemple, même dans un cinéma qui n'est pas littéraire, par exemple, les dialogues sont souvent totalement insupportables, je trouve. Et bon, alors, et puis dès qu'un cinéaste a des velléités de culture, de littérature, etc., d'érudition, ça peut devenir très pénible. Donc je trouve que dans les œuvres produites par nos étudiants en Fresnoy, il n'y a pas cette présence-là du mot. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui se base sur d'autres choses, sur l'invention narrative, mais pas forcément l'invention littéraire, sur la création d'images, sur l'invention de situations, sur bon, voilà, d'autres choses que le mot. Par contre, on a pas mal d'étudiants qui écrivent, mais alors, voilà, qui écrivent des textes qui ont un véritable statut de texte. On a des étudiants qui publient même des petits textes, des nouvelles, voilà. Mais disons que quand les étudiants du Fresnoy s'intéressent aux mots, au texte, je trouve que c'est en général d'une façon légitime et qui ne déteint pas d'une façon négative sur la production des images. Valentine Havet est un cas unique. Voilà ce que nous pouvons affirmer après plus d'une dizaine d'années de recherche dans le domaine des anomalies anatomiques et morphologiques. Un petit monde étrangement constitué, si on peut dire, tel qu'il nous apparaît après plus de 10 années d'une fréquentation assidue. Un cas unique est très précisément le seul cas recensé à ce jour d'une femme à 2 bouches. Et d'ailleurs le seul et unique cas recensé à ce jour d'un être humain à 2 bouches. Moi je trouve que dans une grande partie, enfin dans une grande proportion du cinéma français, il y a trop de mots, en gros, c'est trop bavard. Et ça parle pas juste. Voilà, alors ça vient aussi d'un désir de faire travailler les acteurs. Hein. La direction d'acteurs prend le devant et devient une préoccupation première chez les cinéastes traditionnels. Les étudiants de la Fémis, ils travaillent beaucoup avec des acteurs, ils font travailler des acteurs. Il y a tout un cinéma qui peut se passer des acteurs professionnels, qui peut ou avoir des acteurs assez silencieux, où la parole est raréfiée,
où le langage qui est parlé est un langage voilà, spécifiquement audiovisuel ou cinématographique et qui se passe de tout le côté théâtre du cinéma. Vous savez, il m'est arrivé de lire des scénarios quand j'étais dans une commission du Centre du cinéma qu'on appelle la commission d'avance sur recette, il y a des scénarios qui ne sont que du dialogue. Vous ouvrez un scénario de film et il y a simplement ce que se disent les gens. Il n'y a pas un mot sur les images, sur les autres sons, sur le cadrage, sur les décors, sur les situations, sur les gestes. Il n'y a que du dialogue. Alors ça, pour moi, c'est catastrophique. Ça veut dire que c'est des gens qui ne pensent pas le cinéma, ils pensent à raconter une histoire et des gens qui se parlent. À la différence de la bouche première, et bien que les dimensions et le dessin exactement superposables par simple pliure, la bouche seconde pouvait se dissimuler dans le menton jusqu'à ne laisser flotter sur la physionomie qu'une sorte de mystérieuse hypothèse, toujours capable à tout instant de réapparaître en s'affirmant comme le double inversé de la bouche première, tantôt visible, tantôt invisible. J'accorde beaucoup d'importance à la technique. Je crois qu'on ne peut pas être, par exemple, un bon technicien, un bon cinéaste, sans connaître bien la technique du cinéma. Alors on peut l'apprendre de différentes façons, les écoles ne sont pas forcément la meilleure façon, on peut apprendre la technique du cinéma en autodidacte, en allant voir des films, en filmant soi-même avec des caméras d'amateurs, moi c'est comme ça que j'ai appris, avec à l'époque du 16 mm qu'on achetait chez le marchand photo du coin. Maintenant, évidemment, c'est devenu un support professionnel, même assez difficile à trouver. Mais en tout cas, c'est important, pour cette même raison de spécificité, de justesse théorique, de pertinence, de connaître la technique. Et pour revenir à Godard, puisque en ce moment je suis en relation avec lui pour ce film que je fais avec lui et sur lui, Godard est un très très bon technicien. Il connaît parfaitement les machines, les projecteurs, les caméras, les appareils de prise de son. D'ailleurs, ce que je fais chez lui, je filme chez lui un véritable outil de production. Il travaille, il a des machines complexes qu'il utilise tout seul. Des tables des logiciels de montage, des magnétoscopes, une régie vidéo, un petit auditorium de mixage. Enfin, c'est un très bon technicien. Donc, les cinéastes qui n'y connaissent rien à la technique et qui laisse faire l'image par le chef opérateur, le montage par la chef monteuse, la lumière par l'éclairagiste et la prise de son par l'ingénieur du son. Là, j'ai les plus grands doutes parce qu'en général, c'est des gens qui sont intéressés par le cinéma d'une façon, vraiment par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire c'est diriger des acteurs, ce qu'ils pourraient faire aussi bien au théâtre, ou c'est faire du cinéma dans le cinéma, quoi. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de connaître les outils et les techniques du cinéma si on veut être cinéaste. Je suis sûr qu'Hitchcock était un grand technicien, je suis sûr que Charlot était un grand technicien qui savait parfaitement comment ça marche, comment on cadre. Tous les grands cinéastes. Alain Resnais est un immense cinéaste. Alors là, je peux parler de lui un peu en connaissance de cause, puisque je me suis beaucoup penché sur son travail et que j'ai même écrit un petit livre sur lui. C'est un immense technicien, Alain Resnais. Il pourrait faire, s'il voulait, l'image de ses films, le montage de ses films. Il a été un grand monteur, le son de ses films. Il le fait pas parce qu'il a trop de respect pour les techniciens dont c'est le métier, mais il connaît parfaitement toutes ces techniques. Et il connaît même la technique du scénario, même s'il n'écrit jamais ses scénarios. Il est toujours très présent par-dessus l'épaule du scénariste qui le fait travailler. Valentin Navet pouvait en même temps murmurer à l'oreille d'un voisin et parler à voix forte en direction d'un interlocuteur éloigné, ou même, en poussant la chose à l'extrême, faire des messes basses d'un côté et pousser des hurlements de l'autre, sans pour autant jamais cesser de former des mots et des phrases parfaitement intelligibles pour chacun des deux destinataires, l'un et l'autre prêtant l'oreille, mais de façon bien différente. Cette situation est assez difficile à se représenter pour qui n'en a pas été témoin de visu. Par exemple, lors d'un entretien avec un journaliste ou d'une interview en direct à la radio, Valentin Navet pouvait poursuivre le dialogue avec concentration et sérieux, sans cesser par ailleurs de siffloter comme un Gavroche une rengaine à la mode. Se posait alors pour le technicien d'enregistrement du son l'affolant problème de la correcte position du microphone pour éviter l'émission parasite, sauf évidemment pour ceux qui exploitèrent les effets de stéréophonie. Il y a très très longtemps, avant même que ces supports existent, que j'imaginais des livres, par exemple, qui auraient comporté un disque, une bande vidéo,
des photos, ou même un film en Super 8 à l'époque où tous ces supports nouveaux n'existaient pas. Donc j'ai été très tenté par des objets hybrides, où par exemple voilà un livre d'écrit et d'action, et les lieux au lieu d'être décrits seraient montrés par un film. Donc le livre serait accompagné aujourd'hui d'un DVD. Et, au lieu de décrire des lieux, il serait montré dans le DVD. Et puis le livre ne parlerait que des personnages, que des actions, sans prendre la peine de décrire les lieux. Oui. Je donne un exemple entre mille, hein, mais c'est pour essayer de situer les choses. Donc c'est une chose que j'ai envisagée depuis très très longtemps. Bien avant que toutes ces commodités qui existent aujourd'hui, commodités techniques, existent. Donc l'idée d'une œuvre, alors c'est le fantasme de l'œuvre totale aussi, qui passe par tous les moyens, le son, l'image, le texte, etc. Ça m'intéresse et je n'exclus pas d'y avoir recours un jour. Pour le moment, je crois que ça n'a donné lieu qu'à des œuvres très schématiques, des œuvres au mode d'emploi, un peu des choses un peu naïves, qui me donnent pas très envie d'y aller, quoi. Donc j'ai envie aussi que si j'imagine une œuvre de ce type, il y ait une pertinence absolue, c'est-à-dire que ça ne puisse être que ça, que ce ne soit pas une façon de faire le malin en quelque sorte en disant voilà je fais un livre et puis vous savez ça va avec un film ou je fais un DVD avec des arborescences, interactivité, tous ces trucs-là. Il faut vraiment qu'un jour j'ai un projet qui naisse dans cet espace-là, qui est un espace mental aussi. C'est pas seulement un espace technique, c'est pas seulement des supports, c'est pas seulement des commodités techniques qui font que voilà, on peut superposer des récits ou offrir plusieurs possibilités ou faire entendre des sons. C'est pas ça, c'est qu'il faudrait que, enfin ça compte évidemment, ça existe, mais pour moi il faudrait que j'ai un projet qui ne puisse exister que sous cette forme-là. Il n'y a pas plus interactif qu'un livre. Hein. Et puis vous l'ouvrez à la page que vous voulez, un livre. Vous revenez dessus, vous lisez 3 fois le même chapitre, vous lisez la fin avant le début, enfin bon. Donc, tant que ça reste un peu mécanique comme ça, tant qu'il n'y a pas une nécessité absolue, je ne serai pas complètement convaincu. 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19... La lecture en public, je ne crois pas être spécialement bon. Je pense que c'est un métier de lire des textes. Les acteurs font ça très bien. Je peux continuer, 20, 21, 22. Mais disons que je me suis un tout petit peu entraîné à lire mes textes quand j'ai dû moi-même dire les commentaires de certains de mes films documentaires. Il m'est arrivé d'écrire des textes pour mes films documentaires et de les faire dire par des acteurs et de trouver qu'ils ne le disaient pas très bien. Et qui le disait parfois moins bien que dans la maquette que j'avais fait moi-même du texte, parce que quand on monte un film comme ça, il arrive qu'on dise soi-même le texte simplement pour le placer, pour voir si ça va, s'il est trop long, trop court, bon. Et donc il m'est arrivé, en enregistrant avec un acteur, de me dire, tiens, et c'était confirmé par d'autres que moi, que ce qu'avait fait l'acteur était moins bien que ce que j'avais fait moi. Donc maintenant, il m'arrive très souvent de dire moi-même le commentaire que j'écris pour mes films documentaires. Et j'en fais beaucoup. Donc disons que j'ai eu ce petit entraînement au fait de dire un texte. Et j'ai été pendant très longtemps mauvais, c'était pas du tout une chose qui m'a attiré. Il y a beaucoup de choses qui m'ont attiré dans la vie, mais ça, jamais. Acteur, je pense que je serais un acteur vraiment nullissime. Bon, par contre, mes textes, et peut-être certains textes, j'arrive à les dire d'une façon sans doute un peu ennuyeuse, hein. Je suis pas très vivant dans ma diction, mais disons que j'arrive à les rendre à peu près compréhensibles. Un des numéros les plus simples et les plus amusants par lequel Valentine avait débuta modestement sur les scènes de quartier, à l'entracte des séances de cinéma, consistait à dicter simultanément 2 lettres différentes à 2 secrétaires dactylographes. 2 lettres supposées adressées par un notaire à un héritier et faisant état de dispositions testamentaires radicalement divergentes, comme par exemple le legs d'un château en Écosse et, alternative moins réjouissante, celui d'une boîte à betteraves. Ma technique actuelle d'écriture, qui est assez récente, enfin je fais ça depuis quelques années maintenant, quand même depuis presque 10 ans, mais j'avais commencé autrement, c'est de dicter. Donc je dicte tous mes livres. Et du coup, ce que j'écris, enfin l'écriture, est totalement libérée de la matérialité de l'écriture. C'est-à-dire j'écris sans inscrire, sans avoir à taper moi-même les textes
sur une machine à écrire ou sur un ordinateur ou en les écrivant à la main, au stylo, au stylo-bille. Je les dicte. Et voilà, c'est une chose qui m'aurait semblé impossible il y a 15 ans, parce que comme beaucoup d'écrivains, j'écrivais tout seul dans ma chambre, enfermé, dans le silence, sans personne autour de moi, très concentré sur ma vieille machine à écrire. Bon. Et j'aurais trouvé absolument impossible et impensable ne serait-ce que d'avoir la présence de quelqu'un pendant que j'écris. Et donc forcément pas la présence de quelqu'un qui je dicte. Et puis dans des circonstances qui seraient trop longues à raconter, j'ai pu expérimenter comme ça, en n'y croyant pas trop, cette idée de dicter un texte, c'est-à-dire de projeter une parole dans un espace virtuel, aérien, sans aucune résistance physique. Et ça a marché très bien, et maintenant je peux dicter des textes, y compris des textes complexes, des textes à caractère un peu théorique ou spéculatif, ou des textes littéraires mais avec une écriture, des phrases très longues, très complexes. Je peux les dicter en sachant exactement où j'en suis à chaque fois, à chaque moment de la phrase ou du texte. Voilà, c'est une mémorisation du texte, une projection du texte. Là, je projette un peu comme on projette des images aussi, ça a rapport à ça. Et évidemment, je retrouve une dimension musicale de la parole. Je suis sensible au son, au rythme, aux répétitions, à des effets prosodiques qui sont très importants pour moi. Et donc, j'écoute le texte plus que je ne le regarde. Quand on écrit noir sur blanc, on regarde le texte, et le texte est une image. Le texte devient une image graphique, c'est des signes noir sur blanc. Quand on dicte, le texte est une musique, est un son. Alors, pour moi, l'essentiel maintenant se joue comme ça, dans la profération du texte oralement, dans cette dimension orale et musicale de l'écriture et de la parole. Par contre, il y a un moment où j'ai besoin de ressaisir le texte dans le champ du regard, c'est-à-dire de le voir. Et là, la sortie papier qui sort de l'ordinateur est très importante. Il y a un moment donné où ça me manquerait si je ne l'avais pas, je ne pourrais plus continuer comme ça. C'est comme une chose en apnée. Vous voyez, vous plongez, il y a un moment d'apnée, vous pouvez tenir un certain temps sous l'eau, puis il y a un moment où vous avez besoin de revoir la surface et de respirer. Bon. C'est un peu ça. Souvent aussi en pleine action amoureuse, et l'une de ces deux bouches étant tout à son ouvrage de circonstance, Valentine Allais se mettait à parler de toute autre chose, grâce à sa deuxième bouche, de la pluie et du beau temps, de l'augmentation du tarif des chemins de fer, ou du prix de la baguette de pain, de l'état de santé d'une vieille tante incontinente et qui portait moustache, d'un rendez-vous chez le dentiste ou du relevé imminent des compteurs d'électricité, et en fin de compte, ces sujets étaient les plus fréquents, ce qui produisait chez le partenaire une perturbation qui pouvait aller jusqu'à la perte totale de ses moyens, aussitôt dénoncée sans ménagement par la bouche du coup libéré, tandis que l'autre poursuivait bavardages et divagations sur les sujets les plus éloignés du sujet. Un auteur évidemment qui est pour moi absolument indépassable, il suffit que je lise 2 lignes de Kafka pour être effondré, tellement c'est génial, tellement 2 lignes sont indépassables. Il prend toujours tout le monde à contre-pied, c'est toujours une surprise, enfin, c'est jamais prévisible. Voilà, bon, mais alors, ça oui, ça me fait plaisir qu'il y ait des échos de ce genre-là. J'ai écrit par contre un livre juste après celui-là, juste après La femme qui avait 2 bouches, qui est vraiment sur la métamorphose. C'est une autre type de métamorphose, ça s'appelle 4 voyageurs. En gros, pour faire vite, c'est l'histoire de 4 types, 4 Européens, d'ailleurs de pays différents. C'est l'Europe déjà. Il y a un Hongrois, un Portugais, un Irlandais et un Français, qui sont 4 savants qui partent en voyage aux États-Unis pour une sorte de voyage d'études, et justement pour une commission européenne quelconque. Et au lendemain de la première nuit qu'ils passent, il y en a un qui se réveille et qui, en regardant sa montre, s'aperçoit que c'est pas son bras. Ils ont changé de corps. J'ai dans mes livres manifesté un grand pessimisme au regard de l'Europe. Je suis très critique envers l'Europe, envers ce qu'elle est devenue, et je pense que la grande Europe qu'on a connue avant la guerre, elle s'est effondrée, qu'il y a une perte irrémédiable. J'ai le sentiment, que je ne retrouverai pas le monde
que j'entrevois à travers mon père, à travers voilà, à travers mes origines. Bon, ça, je pense que c'est perdu. Et je trouve par ailleurs l'Europe d'aujourd'hui assez lâche, assez oui, voilà, velléitaire. Je trouve qu'elle se fait encore quelques illusions sur son rôle, et je crois qu'elle n'est plus le centre du monde. Elle ne l'est plus. Mais néanmoins, bon, je pense qu'il n'y a pas d'autre voie possible que de la réconcilier. Je pense pas qu'on la réconciliera avec son histoire et avec ses crimes, mais on peut la réconcilier avec son présent. Moi, ce que je ne peux qu'approuver, c'est la disparition des nationalismes et des chauvinismes et des racismes et des ostracismes, bien sûr. Par contre, je reste attaché aux singularités. Lorsque, au cours des relations sexuelles, aucune des deux bouches de Valentine Avé n'était directement impliquée dans quelque combinaison ou posture, et qu'ainsi les deux bouches étaient libres de déverser ensemble leur flot de paroles, la situation pouvait devenir extraordinaire, et dans les moments de paroxysme, l'exaltation et le dédoublement des discours donnaient l'impression qu'à la faveur de l'obscurité, une deuxième femme s'était glissée dans le lit et qu'on se trouvait aux prises avec des amazones frénétiques, deux furies échevelées, se disputant en paroles, en images et en actes, l'objet sexuel passif qu'on était devenu. De cela je peux témoigner en tant que son troisième mari. Valentine Avé réclamait souvent un traitement plus sévère, sans cesser d'implorer la clémence et de quémander le recours aux douceurs. Elle en demandait toujours plus et dans le même temps, elle suppliait que cela cesse. Ah, il faut que j'arrête à 8h15, c'est ça? Donc je m'arrête. Voilà. Merci. Comme une tête ou une pomme. Ils ont dû assassiner de la laisser raide sur les carreaux.